Alors, nous continuons notre travail. Donc, on était sur le texte, la première partie du texte de Marie Shelley, et sur la façon dont on nous explique les techniques pour voilà, scientifiques, la façon dont. Donc, ils ont trouvé Marie Shelley, enfin, son personnage a trouvé la façon de donner la vie. Une fois qu'il fait ça, il a des questionnements éthiques. J'ai hésité longtemps sur la manière dont je devrais l'employer. Voilà. Et sa question éthique n'est pas de se dire est-ce que je dois ou pas essayer de donner la vie, mais plutôt sur quoi. Et c'est là où il y a une sorte de folie qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'il va se dire qu'il est tout à fait capable, maintenant qu'il est capable de donner la vie et la mort, puisque la mort on est tous capables de la donner, qu'il est capable de donner la vie et la mort, il est capable de décider sur n'importe quel organisme, et donc il décide de créer un corps humain. C'est comme ça qu'il dit bien que possédant le pouvoir d'animer la matière, préparer un corps pour recevoir la vie, réaliser l'entrelacement de ses fibres, de ses muscles, restait toujours une œuvre d'une difficulté et d'une longueur inconcevable, mais mon imagination était par trop exaltée par mon premier succès. Donc il décide de faire un corps humain. Ce corps humain, c'est très particulier parce que c'est un corps humain qu'il est obligé de faire plus grand que l'accoutumée. C'est pour ça qu'on vous représente toujours le monstre de Frankenstein grand. Parce que le scientifique ne peut pas relier les nerfs, les muscles, etc. sur des choses trop petites. Hein, ça vient pour lui, c'est trop de l'orfèvre, le travail d'orfèvre. Donc il décide de le faire sur un corps plus grand. Et donc à partir de ce moment-là, il va se mettre au travail pour créer ce corps. Et il va utiliser pour ce faire de la matière qu'il ramasse, en fait. Donc, alors attendez, je note ceci. Décide de créer un corps d'une grande ampleur. Et puis, dernière chose, il va chercher la matière. Et là, j'espère que vous ne venez pas de manger. Concevra les horreurs de mon travail secret. Je tenais profanant l'humidité. Des tombes où je torturais l'animal vivant, pour etc., etc. Il va chercher des ossements dans les charniers. Voilà, il va chercher dans les tombes, il va chercher euh, des choses qui sont inavouables, et tout ça pour faire une création. Et il se sert de lieux précis pour pouvoir faire tout ça, puisqu'il y a une salle de dissection, donc pour faire tout ce qui est le détail, et l'observation, mais aussi l'abattoir. Donc là, on est sur finalement presque concevoir que les corps étaient devenus comme de la viande, hein, finalement, pour pouvoir avoir des plus grosses parties. Voilà. Donc, on peut se noter que d'essayer de créer un corps d'une grande ampleur, il va chercher sa matière dans des cimetières, etc., etc. Et puis, on a dit, il utilise des lieux précis. Donc, par rapport à la science, ça sera plutôt la salle de dissection. Mais bien entendu, l'abattoir en fera partie également. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on voit en fait que l'extrait est vraiment très bien structuré. On doit expliquer en quoi Frankenstein est un savant. Alors, ça me paraît difficile de faire des allers-retours avec le texte tout le temps, donc moi je vais vous le faire en gros. Hein. Mais bien entendu, vous avez peut-être fait quelque chose de beaucoup plus précis. On va parler de savant, bah déjà par son nom, hein, docteur. D'accord. On va parler savant par, on a dit, son mode de fonctionnement. Hein, il utilise, donc il utilise ce qu'on appelle un protocole, d'accord, hein, en science. Donc des techniques, même si elles sont pas très avouables, même si c'est quelque chose de plus que limite, hein, il utilise un protocole. Avec des observations. Alors je suis désolée, mon ordinateur tourne en boucle. Avec des observations. Je vais mettre pause si je n'arrive pas à avancer.
Alors bien entendu, il y a également tout le vocabulaire, hein, tout le vocabulaire médical utilisé, etc. Après, on va redire des choses qui ont été dites précédemment parce que j'ai beaucoup détaillé précédemment. Donc, les deux questions se croisent finalement. C'est pour ça que si vous voulez utiliser des choses qui sont aussi décrites ici, vous pouvez parfaitement les mettre à l'intérieur d'une carte heuristique. Enfin, ce qui m'intéressait ici, c'était vraiment de vous appuyer sur les mots. On sait ce qui donne cette impression également, c'est le fait que c'est une narration interne. Il parle, hein, donc on n'a pas un autre avis non plus. Et donc on essaie, comme il est très conscient qu'il est un savant, on est sur cette idée que voilà, sa voix porte concernant tout ça. Voilà. Alors, j'arrive à la question suivante. Que penses-tu de la phrase? Souvenez-vous que je ne vous décris point une vision de fou. Alors, cette phrase était intéressante parce que ça veut dire qu'il a conscience du fait que son projet est complètement fou, mais que il part du principe scientifique, et que quoi qu'il en soit, on n'est pas sur de l'hypothèse, on n'est pas sur de la construction cas 1 cas A, non, il va vraiment chercher à être le plus honnête possible d'un point de vue réflexif. Donc, pareil, en fonction des choses que vous avez relevées, il insiste sur le fait que ce n'est pas de la folie, mais que tout est prévu, pensé, réfléchi, mis en place, etc., etc. Et c'est ce qui différenciera aussi est-ce qu'il y a un contre? Non. Ce qui donc contre le fantastique. Si on était dans du fantastique, on aurait dit que c'était un médecin. On aurait dit que c'était un médecin qui commençait à avoir des hallucinations parce qu'il était seul chez lui. Et on aurait laissé le doute sur le fait qu'il aurait créé ou non un personnage comme ça. Là, on nous laisse pas le doute. On nous dit qu'il le fait. Voilà. Alors, j'arrive à l'extrait 2. Donc, passage essentiel, hein, le moment de la naissance du monstre. Donc, je vous la lis. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1h du matin. Une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe, ou de dessiner le malheur qu'avec un labeur et des soins si infinis je m'étais forcé de former. Ses membres étaient proportionnés entre eux, et j'avais choisi ces traits pour leur beauté. Pour leur beauté, grand Dieu, sa peau jaunie couvrait à peine le tissu des muscles et des artères, ses cheveux étaient d'un noir brillant et abondant, ses dents d'une blancheur de nacre, mais ces merveilles ne produisaient qu'un contraste plus horrible avec les yeux transparents qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un blanc terne qui les encadrait, que sont un parcheminé et ses lèvres droites et noires. Les accidents variés de la vie ne sont pas aussi sujets au changement que les sentiments humains. Depuis près de 2 ans, j'avais travaillé sans relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais privé de repos et d'hygiène. Mon désir avait été d'une ardeur immodérée et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait. Une horreur et un dégoût sans bornes m'emplissaient l'âme. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je me précipitais hors de la pièce, et je restais longtemps dans le même état d'esprit dans ma chambre, sans pouvoir goûter de sommeil. C'est alors qu'à la lumière incertaine et jaunâtre de la lune, traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit, et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, s'étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvraient et il marmottait des sons inarticulés, en même temps qu'une grimace ridait ses joues. Et peut-être parla-t-il, mais je n'entendis rien. Une de ses mains était tendue, apparemment pour me retenir, mais je m'échappais et me précipitais en bas. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j'habitais, et j'y restai tout le reste de la nuit, faisant les 100 pas dans l'agitation la plus grande, écoutant attentivement, guettant et craignant chaque son, comme s'il devait m'annoncer l'approche du cadavre démoniaque à qui j'avais donné la vie de façon si misérable. Alors, naissance du monstre.
on est sur un passage clé, puisque à partir de ce moment-là, la folie finalement créatrice laisse place à la réalité qui est forcément atroce. Alors, faire toutes les remarques nécessaires sur ces membres étaient proportionnés entre eux et j'avais choisi ces traits pour leur beauté grand Dieu. Donc, je suis sur 3 phrases, d'accord? Ces 3 phrases, dont 2 nominales ou averbales, vous les appelez comme vous voulez, les deux sont possibles, avec un système de répétition. Donc, avec pour leur beauté grand Dieu. D'accord? On a dans ces phrases également le fait que ce sont des phrases exclamatives. Donc, on est de l'ordre de la... On est à bout de souffle. Hein. Il n'a plus de mots pour dire ce qu'il veut dire. Grand Dieu, une expression, mais peut-être que c'est aussi une appellation pour dire, pour parler à Dieu. On est entre les deux ici. Donc, on est presque dans une antiphrase. Parce que quand il dit pour leur beauté, ici on a presque l'impression qu'il crie pour leur laideur. D'accord? Donc on comprend avec la structure de la phrase qu'il veut dire le contraire de ce qu'il dit. D'accord? Donc ça peut être intéressant que vous le notiez, il me semble qu'on l'a déjà vu ensemble l'antiphrase. Mais vous voyez que quand on analyse une phrase, n'hésitez pas à donner différents éléments, parce que ce sont ces différents éléments qui créent du sens. D'accord? Ici, donc une phrase bien structurée, et finalement une sorte de rejet de cette phrase bien structurée avec une déconstruction de phrases nominales avec des points d'exclamation. Voilà. Et bien sûr, le système antiphrastique. En t'appuyant sur les champs lexicaux, les figures de style, les temps des verbes, détaille les sentiments qu'éprouve Victor Frankenstein envers sa créature. Alors j'ai peur, les cocos, que on soit très très vite dans une troisième partie, une troisième vidéo, parce que j'arrive déjà à 12 minutes 30. Je pensais pas que ça serait si long pour ce texte, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il faut vous attendre à aller voir une troisième vidéo. Alors, champs lexicaux, figures de style, temps des verbes. On va regarder. Donc hyperbole, moi j'avais noté un hyperbole opposition. Pas de nom pour la créature, il va l'appeler le monstre d'ailleurs. Donc, on regarde ensemble. On a l'idée du lieu qui est très important, lugubre nuit. L'idée de l'anxiété. Cette idée qu'en fait, vous savez, comme dans les films d'horreur, il pose le décor. Hein. Une fois qu'on a ce décor qui est posé, on devrait normalement avoir quelque chose qui est positif, parce que ça fait des années qu'il travaille sur le fait de faire naître sa créature, sauf que très vite, sa créature, il va utiliser des adjectifs qualificatifs qui vont être négatifs. C'est-à-dire l'œil jaune, la respiration pénible, les mouvements convulsifs, etc., etc. Donc, en t'appuyant sur les champs lexicaux, qu'est-ce qu'il éprouve envers sa créature? Donc on va être sur de l'anxiété, avec le lieu, et aussi la description du personnage. Une fois qu'on a ça, je vais vous arrêter ici, et puis on va reprendre pour la troisième vidéo.